evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television's. First, the headlines. In a significant step towards enhancing local governance, the Minister of Decentralization and Local Development has chaired a national workshop today in Yaoundé, unveiling a comprehensive methodological guide for developing municipal and urban community plans, an initiative supported by technical documents from UNDP. Also in sports, football, Morocco 2025, as the indomitable Lions of Cameroon approached the final decisive days, analysts have highlighted crucial preparations for Coach McBreeze to ready the team for the competition. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assexwile, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Décentralisation, nous vous le disions dans les titres, le ministre de la Décentralisation et du Développement local a présidé ce jour à Yaoundé l'atelier national de présentation de guides méthodologiques d'élaboration des plans de développement des communes et communautés urbaines et du système d'information géographique au profit des 374 communes et communautés urbaines. Des documents techniques élaborés par le PNUD pour voler au secours des communautés territoriales décentralisées. Compte rendu, Olivier Bouzique. Avec les ressources limitées, les collectivités territoriales décentralisées peinent à réaliser leurs projets de développement. Seulement, les experts du gouvernement et du programme des Nations Unies pour le développement estiment que beaucoup peut être fait avec peu de moyens. Quand on a peu de ressources, il faut choisir, il faut faire un choix. On ne peut pas tout faire. Nous sommes des pays encore à développer. On a un problème d'éducation, on a un problème de santé, on a des problèmes de productivité agricole, on a tellement de problèmes simultanés. Donc c'est bien de pouvoir faire des choix stratégiques. Pour y parvenir, les différentes méthodologies sont contenues dans ces documents présentés aux magistrats municipaux. Il s'agit du guide méthodologique d'élaboration des plans de développement des communes et communautés urbaines et du système d'information géographique au profit des 374 communes et communautés urbaines. Les communautés territoriales décentralisées ont déjà des plans, mais avec l'évolution de l'environnement juridique, elles ont de nouvelles obligations. Avec le contexte actuel où nous avons les changements climatiques, par exemple, nous voyons toutes ces inondations, comment est-ce que les maires vont planifier la prise en charge de ce genre de phénomène? Ça, donc il y a des outils qui ont été mis à la disposition dans ce guide pour indiquer comment est-ce que les mairies et les conseils municipaux peuvent intégrer la prise en charge de ce genre de problématiques. Mais il faut dire que ça n'est qu'un premier pas. Il va s'agir de vulgariser, d'éduquer pour qu'à terme, toutes les communes soient dotées d'un nouveau plan communal de développement et que toutes disposent d'un système d'information géographique. L'objectif final est de faire du développement local une réalité dans l'intérêt des citoyens camerounais. They will now take you over to the southwest region of Cameroon in a bid to secure the release of kidnapped divisional officer of Idabato, the Nigerian Consul General for the Northwest regions. His Excellency Taufik Obasanjo has engaged in urgent discussions with Southwest Governor Bena Okala-Bilai as tensions rise in the region. Their meeting underscores a critical effort to address the escalating security crisis and restore peace amidst the rising tensions. Onila Donet tells us more. A Nigerian delegation from the consulate led by His Excellency Taufik Obasanjo Koka has convened with Governor Bernard Okalia-Bilai of the Southwest region to explore avenues for securing the release of kidnapped divisional officer Ewane Roland and others. We'll continue collaborating about the issue.
and we have asked the governor if you have any information concerning this issue, let us know. Both governments are collaborating on this issue, and we hope that it will be successful. Ewane was abducted on October 1 alongside Ismael Itongo, a staff member of the Idabato District Council. Despite the governor's 72 hours ultimatum issued on October 8, these government officials have not yet been released. Prior to this meeting, Governor Bernardo Bilai had disclosed that the kidnapping was facilitated by certain Nigerian business persons who have been evading local laws and taxes. It's well established that the GO was kidnapped with the complicities of some so-called Nigerian businessmen who refuse to comply with the laws of the Republic in their illegal activities. They refuse to pay the taxes. And once the GO want to carry his job out, representative of the state, first of all, to fight the illegal activities, and second, to request the payment of taxes, he has been attacked, kidnapped, and carried to Nigeria. It's well established that he is now in Nigerian territories. In response to this situation, he announced a suspension of all business activities in the area, predominantly inhabited by Nigerians. Additionally, Mayor of Idabato, Itongo Ifange, had also expressed his suspicion that the Enjo group may be behind the disappearance of the Dio Ewane, referencing an attack he experienced back in 2019 by the same group. This dialogue between the Nigerian delegation and local authorities has taken place on Tuesday, October 15, 2024. It underscores the urgency of addressing these crises and ensuring the safe return of the abducted officials. Today has seen a disturbing surge in violence marked by a series of attacks on communities and individuals. Psychologists have linked this to the trend to a decline in socialization and a deterioration of moral values, raising urgent concerns about the safety and cohesion of society. We remain with you, Onila Donet. Social violence is slowly becoming an everyday reality in the economic capital, Douala. If it's not inhabitants engaging in brawl, fight, or even aggression, it's another destroying properties. This inadmissible behavior displayed by some Cameroonians has been blamed on the absence of socialization, with many individuals void of values, habits, and attitudes of a society. We need to understand that the problem lies in socialization. When we look at our society, we discover that most of the times, this process of socialization is mostly altered and questioned. Trauma and other major challenges can also trigger such aggressive reaction, and in most cases, these individuals tend to consider their actions right. Mais en ce qui le concerne, quand on observe leur comportement, il s'agit essentiellement des stratégies de comportement. But from what we draw from observing their behavior, we are likely to circumvent strategies which are characterized by ridiculing moral values and reversal of astrological polarity, which in simple terms is when the abnormal becomes normal and the normal becomes abnormal. Le normal est anormalisé et la normale est normalisée. Psychologists believe everyone has to be involved in the process of eradicating these societal ill, most especially families. À mon humble avis, c'est un problème qu'il faut prendre de façon globale. Il faut que les gouvernements s'impliquent. It's a problem we have to treat globally. The government has a part to play, families too. With regards to families, affection should reign. Moral values inculcated. The simple act of discussing with members helps them air out their frustrations. Et je pense qu'ici, nous pouvons à la base apporter des solutions à ce problème de violence urbaine. While this still continues, the government of Cameroon is charged with the responsibility of ensuring the safety of all. Justice will have to take its course for any perpetrator caught.
Parlons religion à présent. Après 5 ans d'exil aux États-Unis, l'ancien pasteur principal de la paroisse du Centenaire à Akwa de l'église évangélique du Cameroun EEC est de retour au pays. Le pasteur Justin Dike a été célébré le 13 octobre dernier au cours d'un culte marqué par la présence du gouverneur de la région du littoral. Reportage. Qui nous permet d'accueillir ce matin un grand frère. Dimanche 13 octobre 2024, près de 300 fidèles de la paroisse du Centenaire de l'église évangélique du Cameroun à Akwa-Douala assistent au culte célébré en l'honneur de leur ancien pasteur principal. Le révérend Justin Dike est de retour au pays après 5 ans d'exil aux États-Unis. Et au premier rang des fidèles, le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Pour le prédicateur du jour, le retour du pasteur Justin Dike n'est pas seulement le retour d'un collègue, mais également celui d'un ancien tuteur. C'est sur un double signe. Ce n'est pas seulement mon collègue. Je peux dire que c'est un tuteur parce qu'à l'internat, il était mon maître d'internat, bien qu'il était en terminale, nous étions tout petits. Et puis, ils nous ont beaucoup encadrés. J'étais tout jeune. Et je me suis imposé parmi les grands. Et je jouais 10, et il me prenait, je jouais minime cadet, et Seigneur, on me déclassait. Vous comprenez donc le revoir comme pasteur, ayant travaillé avec lui avant qu'il ne parte aux États-Unis, c'est vraiment la famille pour moi, c'est tout. Vous savez, la vraie famille, c'est à l'école. Et il y a trop de joie dans le ciel quand des frères et des sœurs se retrouvent. Une joie qui intervient après la crise qui a secoué l'église évangélique du Cameroun au lendemain des élections de 2017. Dans la foulée, le pasteur Justin Dike avait été remplacé à son poste de pasteur principal après 30 ans de carrière. Il s'est installé ensuite aux États-Unis pour poursuivre son œuvre. Son retour pour de nombreux fidèles et observateurs est aujourd'hui synonyme de réconciliation au sein de l'église évangélique du Cameroun. La réconciliation, ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est depuis tout le temps que les gens se réconcilient, s'embrassent, se disent bonjour et retrouvent la joie de vivre. Je vous dis, comme je le dis et je le sais, la tempête ne saurait jamais être quelque chose qui efface. Au contraire, la crise peut être très positive et très utile, permettant aux uns et aux autres de prendre de nouveaux départs. Voilà un peu en quelque sorte. Je pense que les uns et les autres ont tiré de bonnes leçons de cette crise pour d'abord vivre leur foi, mais ensuite assumer leurs responsabilités, faire l'œuvre que Dieu leur a confiée. Un nouveau départ donc à l'église évangélique du Cameroun, paroisse du Centenaire, à l'instar de ces sourires et poignées de main échangées à la fin du culte. In a dramatic turn of events, the Presbyterian Church in Cameroon has elected a new leadership team amid escalating violence and internal strife that threaten its foundation. This election marks a critical juncture for the church as it seeks to reclaim its role as a beacon of hope and reconciliation in a nation torn apart by conflict. Details in the following report. Be part of this great history-making day in the life of our church. Tensions within the Presbyterian Church in Cameroon have reached a boiling point, prompting a pivotal election for new leadership amid the ongoing conflict that has engulfed the nation's English-speaking regions. In response to these challenges, the Presbyterian Church has elected a new team to head the presbytery, aiming to revitalize its mission of peace and reconciliation. This election is seen as a crucial step in steering the church through these turbulent times. The newly appointed leaders are tasked with not only addressing internal divisions but also engaging with both government and separatist forces to promote dialogue and ceasefire initiatives. The presbytery, and even more, an elective one, where we are electing members of the presbytery executive and nominating for the offices of Simon Clerk and moderator. For others,
almost a routine that every time we are here, we have seen it before, and so we are part of this history. Therefore, our prayer is that God should guide us during this meeting, especially inspiring the Presbyterian Secretary, the Chairperson, and the Treasurer as the direct business of the day. However, the Presbyterian Church is collaborating with other religious organizations and civil society groups, mediate peace talks and advocate for the protection of civilians. As the newly elected leadership embarks on this critical journey, they face significant challenges but also possess an opportunity to reshape their community's future. The hope is that, through persistent advocacy for peace and justice, the Presbyterian Church can play a vital role in healing a nation torn apart by conflict. The eyes of many are now on this institution as it seeks to fulfill its prophetic calling amidst adversity. La problématique de la sécurité alimentaire était au menu de la 3e conférence ministérielle de l'initiative Ceinture Bleue qui s'est achevée il y a quelques jours à Tanger au Maroc. Coopération Sud-Sud, réflexion sur la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans en 2025 est également au menu des travaux. Plus de précisions avec vous, Claudella. Le ministre marocain de l'Agriculture, Mohamed Sadiki, a ouvert les travaux de la 3e conférence ministérielle de l'initiative Ceinture Bleue ce 8 octobre 2024. Une rencontre qui a réuni 32 pays, donc 16 délégations ministérielles chargées des pêches et de l'économie bleue. Au cœur des débats, les défis auxquels fait face l'économie bleue en Afrique, la sécurité alimentaire, la création d'emplois, mais également la nécessité de renforcer le secteur halieutique pour garantir la souveraineté alimentaire du continent. Tous les experts et représentants des pays africains participants ont souligné l'urgence d'une coopération forte via les mécanismes de coopération Sud-Sud. Le ministre Sadiki a également rappelé que l'initiative Ceinture Bleue lancée lors de la COP22 en 2016 sert de cadre stratégique pour promouvoir une pratique marine durable et optimiser l'exploitation des ressources marines. Les participants ont insisté sur la gestion responsable des ressources marines et la nécessité d'une lutte concertée contre les menaces telles que la surpêche et la pollution. Un appel a également été lancé pour le renforcement de la recherche scientifique et de l'innovation. Cette conférence à Tanger pose les bases pour la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan prévue pour 2025 à Nice, et pour le ministre marocain des Pêches, les médias africains doivent jouer un rôle important pour faire entendre la voix du continent et défendre les enjeux maritimes. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on puisse avoir un impact important à haut niveau, au niveau international, qui travaille les intérêts de l'Afrique. Et évidemment, le côté des médias et de la communication, c'est essentiel, c'est fondamental. C'est les médias africains qui doivent aussi être importants. Ils ont un rôle essentiel pour justement faire connaître les débats, faire connaître cette voix de l'Afrique. Et nous allons voir au niveau, il va y avoir encore un certain nombre de rencontres pour pouvoir unifier donc la participation donc de l'Afrique. Ça c'est un début, mais nous aurons encore mis, et c'est un sujet qu'on va essayer sur lequel on va insister. À l'issue des discussions, la déclaration de Tanger a été adoptée. Un texte réaffirmant l'engagement des pays africains à œuvrer ensemble pour une économie bleue durable, créative de richesse, respectueuse de l'écosystème marin. Away from our local news, we now take on our international stories and we take you over to Istanbul, where Israel's threat to retaliate for Iran's October 1 missile strikes is raising concerns of a nuclear confrontation in the region. VOA's Hitha Mutok reports from Istanbul.
Israel has never confirmed that it has nuclear weapons. And while analysts say Iran does not have them yet, it does have the expertise and the resources to make nuclear weapons. As the two countries face off in proxy wars in the region, Israel has warned its response to hundreds of Iranian missiles on October 1 will be deadly, precise, and surprising. Iran has vowed to counter any new attacks. This open conflict ultimately brings to the surface Israel's largest security problem, which is Iran's persistent adversarial relationship and supporting of the axis of resistance groups on Israel's border. The term axis of resistance refers to Iranian-backed military groups that have historically called for the destruction of Israel, including Hezbollah in Lebanon, where more than 2,300 people have been killed and 1.2 million people have been displaced by Israeli attacks in recent weeks, and Hamas in Gaza. The widening conflict began when Hamas killed 1,200 people and kidnapped hundreds of others inside Israel in a surprise attack on October 7 of last year. Since then, the Gaza Health Ministry says more than 42,000 people have been killed, and almost the entire civilian population of the Strip has fled their homes. But experts say this does not mean the growing conflict will lead to nuclear war. It's highly unlikely that either Israel or Iran would see a benefit in using nuclear weapons due to the catastrophic consequences that would really follow, right? Both countries understand that the use of nuclear weapons would invite massive retaliation, potentially leading to their own destruction. Israel has said it will not target nuclear sites after much speculation by politicians and analysts on what Israeli forces will do next. Hickey says hitting Iranian nuclear facilities would not likely prevent Iran from developing a bomb. You could continue to bomb Iran's nuclear facilities, but the thing is, they would keep popping up in different places. They would go underground. This video is purported to be of a nuclear facility in Isfahan, Iran. Attacks on or near sites like this could blow radioactive materials into civilian areas. An attack could also encourage Iran to build nuclear weapons, even though Tehran has previously said it would not. Israel's actions and the lack of diplomatic engagement to incentivize Iran to curtail or constrain its program could, over time, lead to the weaponization of Iran's nuclear program. And that, of course, would be disastrous for the broader region. How much time it would take for Iran to build nuclear weapons has been the subject of much speculation. Hickey says Iran's so-called breakout time, or the time it would take for Iran to produce the fuel for a nuclear weapon, is about a week. But building a bomb, he says, would then take place in secret, with a secret timeline, and would likely take months at least. Heather Murdoch, VOA News, Istanbul. L'actualité à présent sur le continent africain, au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne entraîne le décès de plus de 140 personnes. Au Kenya, le Sénat débat sur la destitution du vice-président, pendant qu'au Mozambique, la police ouvre le feu pour disperser l'opposition. Avec la Voix de l'Amérique une fois de plus, voici le résumé de l'actualité africaine de ce 16 octobre. Au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du pays a fait au moins 140 morts et une cinquantaine de blessés, a annoncé mercredi la police. De nombreuses victimes tentaient de récupérer du carburant déversé sur la route après l'accident d'un camion-citerne mardi soir dans l'état de Jigawa. Au Niger, le gouvernement a débaptisé plusieurs rues et monuments à Niamey portant des noms français, marquant une rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Il veut ainsi rendre hommage aux héros nationaux et aux luttes anticoloniales. Le Sénat kényan a lancé mercredi les débats sur la procédure historique de destitution visant le vice-président Rigathi Gachagua après le rejet par la justice d'un recours de sa part pour stopper le processus. Au Mozambique, les forces de l'ordre ont ouvert le feu mercredi dans la province de Nampula pour disperser des centaines de partisans du candidat de l'opposition, Venancio Mondlane, qui affirme avoir remporté la présidentielle. Et nous
voici en sport, football, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. À 2 journées de la fin des éliminatoires, les premiers tickets de qualification pour la phase finale commencent déjà à tomber. On note que 8 pays sont déjà certains d'être de la fête marocaine l'année prochaine. 8 pays dont le Cameroun. On fait le point avec vous, Léla Renganzou. CAN Maroc 2025, 8 nations sont déjà certaines d'être de la fête, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Premier à s'être qualifié, c'est le 13 octobre que le pays des hommes intègres arrache son ticket face au Burundi sur le score de 2-0. Avec 10 points en 4 matchs, le Burkina Faso est presque certain d'occuper la première place du groupe L. Juste derrière lui, le champion d'Afrique en 2021. Le Sénégal a lui aussi obtenu son ticket en battant le Malawi le 15 octobre, 1-0. D'ailleurs, c'était également une défaite de la Tanzanie cette fois, 2-0, qui a permis à la République démocratique du Congo d'assurer sa place au Maroc avec 12 points. Autre qualifié, l'Algérie. Avec 12 points sur 12, les Fennecs très en forme occupent sans concurrence la première place du groupe E. Son concurrent, vu que le deuxième de cette poule, ne totalise que 7 points. Pire, n'est même pas encore certain d'être de la fête africaine. Ce sans faute, on l'observe également chez le pays hôte, autant de matchs que de victoires. Le Maroc a remporté ses 4 matchs, bien qu'en tant que pays hôte, sa qualification ne souffrait de rien. En venant à bout de la Mauritanie 1-0, les Pharaons sont eux aussi certains d'être du voyage. 12 points, première de la poule C, l'Égypte se met en route pour une 27e participation CAN. 12 points également pour l'Angola, première du groupe F qui s'est qualifiée en battant le Niger. Et malgré l'ambiance tumultueuse des coulisses, le Cameroun a lui aussi assuré sa qualification en battant le Kenya en match retour le 14 octobre dernier. Notons qu'à 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2025, le Maroc, avec 14 buts inscrits durant cette phase, se présente comme la meilleure attaque, tandis que la République démocratique du Congo, qui n'a encaissé aucun but, apparaît comme la meilleure défense. 8 pays déjà qualifiés, 8 pays déjà éliminés. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Asik. Good night to you, Makeda Lidinyutum. Good night, televiewers. Thanks for tuning in. We appreciate your time with us. Join us again tomorrow, same time, for more news and fresh news on your TV, Spectrum Television. Bye-bye.